Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur RFI et France 24 pour Ici l'Europe. Et pour commencer l'année 2017 en beauté, nous recevons aujourd'hui un écrivain engagé dont vous avez sans doute entendu parler ou lu les œuvres puisqu'elles sont traduites dans le monde entier. Il s'agit de l'italien Eri De Luca. Bonjour monsieur De Luca, vous êtes avec nous en duplex de Rome et Sophie va dire un mot de votre présentation et de votre parcours. Oui, bonjour Eri De Luca. Alors vous êtes écrivain, bonjour. poète, traducteur également, alpiniste aussi, italien certes, mais italien de Naples, ce qui n'est pas un détail, ce qui est essentiel pour comprendre, pour saisir le cœur de votre œuvre et votre parcours, car Naples est une ville qui vous est chère et que vous avez dû quitter très jeune. Vous avez reçu en 2016 le prix du livre européen pour Le plus et le moins, aux éditions Gallimard. Alors ce sont des moments intenses, des fragments de votre vie, vos combats gagnés ou perdus. Alors plus récemment, vous avez mené campagne en fait, vous avez été très engagé dans cette lutte contre le TGV Lyon-Turin, une lutte qui a failli vous mener en prison. Est-ce qu'avec le recul aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que ça en valait la peine? Toujours vaut la peine. Mais la peine de se battre contre des mensonges au-delà des œuvres inutiles. On appelle grande vitesse un train qui gagnera moins que 3/4 d'heure sur la distance entre Turin et Lyon. Donc ce n'est pas de grande vitesse, il s'agit d'une modeste accélération qui ne fait gagner que peu de temps. Et en plus, le train Turin-Lyon n'arrive pas à Lyon. Il s'arrête 30 km hors de Lyon et il faut prendre un vélo, un taxi ou un bus pour arriver à Lyon. En plus, c'est une œuvre largement inutile parce que la ligne existante voyage vide, déjà vide, et donc il n'y a aucune nécessité de la doubler. Parce qu'il s'agit exactement de ça, de doubler une ligne qui voyage déjà vide. Donc, mais ce ne sont pas des raisons à moi, ce sont des raisons d'une vallée qui se bat depuis 20 ans contre cette agression et ce viol de son terrain, de son sol, un viol qui a des conséquences toxiques parce que les montagnes à percer sont pleines d'amiante. Et donc la pulvérisation de l'amiante, c'est missilial. Donc c'est une lutte aussi de légitime défense que j'ai soutenue et que je continue à soutenir. Et donc ça vaut vraiment la peine. Oui. Et alors, vous, finalement, qui aimez, vous dites au cours de votre œuvre que vous aimez les ponts qui rapprochent les peuples. Là, vous êtes parti en lutte contre un projet qui est censé rapprocher la France et l'Italie quand même. Ça n'est pas un peu paradoxal? Non. Non, ce n'est pas paradoxal. C'est un projet inutile. La France et l'Italie sont déjà bien unis et la ligne, exactement la ligne Lyon-Turin existe déjà. Et comme je vous disais, voyage vide. Eri De Luca, ce qu'on peut rappeler aussi, c'est que ce combat-là, c'était aussi un combat de la liberté d'expression, parce qu'en fait, vous aviez été poursuivi pour avoir appelé au sabotage, en fait. Et on a considéré que vous aviez finalement, enfin, vous avez été acquitté à la fin. Et c'était ça, pour vous, le combat aussi? C'était une incrimination, c'était incitation à commettre des délits. Et c'était un article qui vient du Code pénal fasciste de 1930, qui n'était jamais appliqué avant à un écrivain. Donc c'était aussi un procès expérimental sur la liberté d'expression qui est très garantie dans notre pays à travers un article de la Constitution. Donc c'était une lutte entre un vieux article du Code pénal fasciste et l'article de la Constitution aussi. Pas une question seulement personnelle, mais une chose qui regardait le niveau de la liberté d'expression de notre pays. Alors, en Italie, revenons justement à ce pays, il y a eu une crise politique tout de même importante suite au référendum constitutionnel perdu par Matteo Renzi, qui ne vous a pas passionné, hein, vous l'avez dit. Comment est-ce que vous jugez aujourd'hui l'état de santé de votre pays? Je vous remercie de vous intéresser de l'Italie. C'est un argument vraiment mineur dans l'international, dans les questions internationales.
Donc, je n'ai pas compris l'affaire du référendum. Un gouvernement a demandé si on pouvait faire des réformes sur la Constitution. Le peuple a répondu non, il n'y avait aucun besoin de dramatiser ce non. Il fallait tout simplement aller avant et poursuivre. Ce qui est le cas exactement maintenant, parce que le nouveau gouvernement, le gouvernement Gentiloni, est exactement la suite du gouvernement Renzi, sans Renzi, mais sans Renzi. Donc c'était une question, pour moi, incompréhensible. Mm-hmm. Le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, il a revendiqué, lui au contraire, une victoire. Il ne cesse de progresser dans les sondages. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement que l'on dit parfois populiste? Quel est votre sentiment? J'ai le sentiment que c'est une bonne nouvelle avoir un mouvement de critique et d'opposition qui n'est pas un mouvement nationaliste ou d'extrême droite. Ce qui s'est produit malheureusement en France pour moi, en France. Donc Grillo et son mouvement substituent le risque d'avoir un front national en Italie. Alors, on reste très près de chez vous. On voit derrière vous la cité du Vatican, parce qu'un restaurant McDonald's a ouvert cette semaine à quelques mètres de la cité et il fait scandale. Les cardinaux et les restaurateurs estiment qu'il nuit finalement à la qualité du paysage, comme nous le raconte tout de suite Johanna Citruc. Ce McDonald's est flambant neuf. Il vient d'ouvrir ses portes. À première vue, rien ne le distingue des autres établissements du géant américain. Et pourtant, ce fast-food fait polémique, car il se situe juste à côté de la cité du Vatican et de la place Saint-Pierre, dans un immeuble appartenant à l'État. Le quartier va être ruiné par McDonald's. Ce qui me surprend le plus, c'est que le pape s'élève contre les multinationales et qu'il leur loue ensuite un local ici au Vatican. Restaurateurs et cardinaux redoutent que le quartier perde de son authenticité. Mais pour certains, ce McDonald's a tout de même quelques atouts. C'est sûr que les jeunes préfèrent manger ça que de manger dans un restaurant classique. C'est à côté des monuments, c'est rapide, donc c'est plus pratique que de s'attabler quelque part. Si le géant de la restauration rapide a réussi à s'implanter à 2 pas du Vatican, fin 2016, il a en revanche échoué à investir la célèbre place du Dôme à Florence. Alors, Eri De Luca, un McDo si près de Dieu au Vatican, ça vous choque? Non, non, il y a le sacre et le profane. Rome est pleine autour de magnifiques trattorie et donc il y a de l'espace pour tout le monde. Même pour un McDo, je savais que je sais un lieu, Napoli, où un McDo a été fermé parce qu'il n'y avait pas de clients. Donc, ça s'agit comme ça. Ça dépend de la clientèle. On sent bien que les Européens, ils sont de plus en plus inquiets de la mondialisation, de la globalisation qui leur pèse et qu'ils demandent en particulier à l'Europe de la protection. Alors, est-ce que vous ressentez cela également et qu'est-ce qu'il faut leur offrir? La seule préoccupation de l'Europe maintenant est celle de sa incapacité de gestion des flux migratoires. Ça, c'est la mondialisation. Ça veut dire qu'il y a un monde qui se déplace pour se sauver la vie. Et donc, nous sommes dans un Méditerranée qui a reçu le nombre majeur de naufrages de son histoire millénaire. Vous, Eri De Luca, comme on le disait en début d'émission, vous êtes bien du Sud. Vous-même, vous étiez de Naples et vous êtes remonté vers Rome, puis même vers Paris. Et vous dites que finalement, le Sud, le Nord, il y a toujours des murs, toujours une incompréhension ou un décalage? Moi, je dis que dans le monde, il y a plus Sud que Nord. Parce que le Sud ne s'arrête pas à son hémisphère légitime. Remonte toute l'Afrique, même la Méditerranée, et regarde aussi l'Espagne, l'Italie, la Grèce. Donc le Sud est la majorité de
de la géographie et de la politique du monde. Donc, se mettre dans un château, c'est insensé. C'est un acte insensé, c'est une réaction insensée. Nous sommes, l'Italie est une terre ouverte à tous les côtés. Toute notre histoire dépend de notre géographie. Nous avons reçu de la mer Méditerranée tout ce que nous avons, tout ce que j'appelle civilité, civilisation. C'est tout passé arrivé à travers la mer et à travers les personnes qui sont arrivées chez nous. Donc nous sommes en terre de passage et l'Europe aussi en terre de passage. Sur cette affaire, justement, cette crise migratoire, prospèrent certains partis. Vous avez commencé à les désigner, populistes plutôt d'extrême droite, donc xénophobes. Il y a des élections qui se profilent, vous le savez, en Europe cette année 2017. Aux Pays-Bas, avec un certain Geert Wilders qui caracole dans les sondages. En France, Marine Le Pen. Et en Allemagne aussi, Alternative für Deutschland. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Pas trop, pas trop. Existent des résistances. Il ont toujours existé des résistances au format Europe. Existent des résistances. Mais je suis un européiste extrémiste. Je crois que c'est nécessaire une Europe plus unie. Et qu'il faut avoir des pays qui ont le courage de relancer en état de fédération une partie de l'Europe commune. Donc il y a des résistances, mais ce sont des résistances qui ne peuvent pas s'imposer. Marine Le Pen au pouvoir, ça n'est pas quelque chose que vous croyez possible? Ça. Je ne le crois pas possible parce que même son consensus, l'ampleur de son consensus n'est arrivé pas l'année dernière à même gagner une seule des macro-régions françaises. Ça veut dire qu'il y a toujours une défense du corps électoral qui empêche la prise du pouvoir de cette droite extrémiste nationaliste. Et François Hollande, que pensez-vous de son passage au pouvoir? Il ne se représente pas, mais il a peut-être un peu sonné le glas de la social-démocratie. Finalement, comment est-ce que vous regardez son bilan? Moi, je l'ai vu à l'auteur de son rôle le moment où il y a eu des attentats. Le moment où la France avait besoin d'une figure qui le représentait. Donc, dans ce moment-là, il était à l'auteur de son rôle. Mais je ne suis pas au courant des affaires françaises très bien. Je sais qu'il a fait un geste assez noble à retirer sa candidature du prochain tour électoral. Donc, je pense qu'on gardera de lui un bon souvenir à la fin. Vous diriez la même chose de la chancelière Angela Merkel, parce que finalement, elle a été beaucoup critiquée pour sa politique économique rigoriste, mais aussi saluée pour sa politique vis-à-vis des réfugiés. Angela Merkel, 4e mandat, vous en dites quoi? Je pense que c'est une bonne candidature, que je pense que c'est bon pour l'Europe, qu'elle continue à être la continuation de l'Allemagne en Europe. Finalement, Bruxelles, l'Europe de Bruxelles, beaucoup d'Européens sont aujourd'hui un peu en guerre contre l'Europe de Bruxelles. Il y a le Brexit, il y a beaucoup de propositions de quitter cette Europe-là. Vous, comment est-ce que vous voyez cette Europe en 2017? Je pense que ce n'est pas grave pour moi la perte de la Grande-Bretagne, la sortie de la Grande-Bretagne. Mais le moment, pour moi, est le moment de faire monter un peu plus haut le niveau de l'Union européenne. Pas de baisser pour tenir tous ensemble. Il faut perdre ou bien aller à 2 vitesses. Il faut une Europe qui marche, une petite Europe, un petit rempart d'Europe qui se produit, qui se relance dans une majeure unité. Comme était le début d'Europe, il y a eu un petit groupe de nations européennes qui ont commencé à se souder et à se unir
parce que le début de l'Europe et la raison de vie de l'Europe a été la renonce à la guerre en Europe, la renonce au nationalisme et au fascisme en Europe. Donc c'était une forte nécessité civile, politique, idéale qui a constitué l'Europe. L'Europe, ce n'est pas un marché commun ou le Maastricht ou Schengen. L'Europe, c'est l'union des nations qui ont voulu empêcher le retour de la guerre en Europe. Vous dites un nouveau traité de Rome et ça sera votre conclusion en quelque sorte 60 ans après le premier que nous allons bientôt célébrer. Merci à vous, Éric De Luca, d'avoir été notre invité. Merci de votre fidélité. Alors restez en notre compagnie pour les informations sur les antennes de RFI et de France 24.